Voilà, donc ça c'est le titre. C'est l'organisation dans laquelle je suis administratrice et délie Formateur. responsable de formation. Donc nous avons plusieurs instituts de formation là notamment sur le Languedoc-Roussillon, sauf l'IA-fameux de Nîmes parce que je sais qu'il y a un collègue de Nîmes qui va intervenir tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Et alors dans ce cadre-là, nous avons monté plusieurs recherches. Et nous avons beaucoup travaillé, tous les deux, particulièrement, sur des questions d'alternance, y compris avec Philippe Mauban, que vous devez connaître à Sherbrooke, et y compris avec Yves Couturier aussi. Et donc, dans le cadre de l'alternance et de l'étude des dispositifs et des formations par alternance et des ressentis de l'alternance par les étudiants et par les tuteurs, etc., euh, nous, euh, nous avons travaillé particulièrement longtemps et beaucoup avec des groupes de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage et avec des étudiants. Alors, je suppose que tout le monde sait, je ne sais pas comment vous appelez les tuteurs, les mentors, peu importe. J'emploie le terme générique de tuteur qui regroupe pour nous les tuteurs de stage comme les maîtres d'apprentissage qui ont des étudiants salariés. Oui, Si formateur terrain aussi, qu'on peut appeler et aussi formateur terrain. voilà, si Mm. ça vous convient Mm. comme mot, voilà. Alors, nous avons toujours observé, si vous voulez, ce que vous disiez hier, c'est cet énorme fossé entre les instituts de formation, entre ce qu'on appelle l'école et le terrain, quoi, globalement. Et alors, lorsqu'on rajoute des éléments de recherche, un fossé considérable entre ce qui est de l'ordre de la recherche et des chercheurs et ce qui est de l'ordre des praticiens ou des professionnels de terrain. Et donc, on s'est beaucoup posé de questions, et notamment des questions sur le rapport objet-sujet-acteur. Nous avons longtemps fait des recherches sur des objets. C'est-à-dire, je reconnais que les tuteurs ont été nos objets de recherche, les étudiants aussi, bien d'autres personnes encore dans le passé. Et on en a eu assez de ce fossé radical, on en a eu assez, et on s'est branché davantage sur ce qu'on appelle, sur ce que les personnes d'avant viennent, viennent de parler, sur la recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à dépasser, je ne suis pas encore à la problématique 1, on a vraiment cherché à dépasser le rapport sur au rapport avec, de façon à réduire la distance qu'on avait constatée entre l'école et le terrain, et puis y compris pour avoir plus de dynamisme et avoir plus de rapport d'égalité. Et coïncidence, c'est toujours, voilà, et coïncidence, un collègue maître de conf à l'université Paul Valéry en sciences humaines ici nous a proposé de collaborer à un ouvrage collectif sur la fonction tutorale au même moment où nous nous posions toutes ces questions. Et donc, à sa demande, si vous voulez, nous avons proposé de questionner les tuteurs sur leur motivation à remplir cette fonction au sein de leurs entreprises. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais vous présenter une double problématique. Euh, voilà. Oui, je vais vous présenter une double problématique. Notre première problématique était éminemment méthodologique et notre deuxième problématique a été, on va dire, plus thématique. C'est ce qui concerne tout le champ de leur motivation. Donc celle-là, je ne l'aborderai pas, sauf si vous me posez des questions ensuite dans le débat. Je me contenterai de la première problématique. Alors la première problématique, c'est bien comment faire en sorte que les tuteurs deviennent des acteurs. Alors j'ai mis les deux mots. J'ai bien conscience que les deux mots font référence à des cadres théoriques différents. Mais je me suis permis d'être un peu nomade vis-à-vis de vous. J'ai mis les deux mots, comme ça chacun arrange les choses à sa sauce. Je suis plutôt sur la question du sujet. Je sais bien que les sociologues sont plutôt sur la question de l'acteur. Bon, voilà, moi, au plan de la psychanalyse, et puis au plan de ma vie personnelle, je suis sur la question du sujet. Donc, la question, c'était comment rapprocher ces deux mondes de la formation et du terrain, comment inventer ou créer entre nous des rapports de coopération et collaboration. J'ai beaucoup insisté sur le car je vous le dis au passage, nous avons essayé de travailler entre, on va dire, l'individualisation ou la singularité de chacun
et produire du commun. Donc le co au sens de commun. Comment agir l'objet lui-même, comment se situer en même temps dans une démarche clinique et singulière, et en même temps faire du commun, voilà. Comment mieux sensibiliser à une logique de recherche et en même temps à une logique de co-construction. Je vous donne nos référents théoriques à mesure pour la co-construction. Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Michel Foudria et les miens. Les miens. Quelle place pour le chercheur supposé savoir? Vous voyez, je fais référence ici à Lacan. Et quelle place pour le tuteur supposé ne sachant pas? Et où, comme le dit Serge Desgagnés, qui m'a aussi beaucoup aidé, ce qu'il appelle l'enseignant docile exécutant des chercheurs. Et quel type de démarche, quel choix faire? Est-ce que c'est la recherche-action? Est-ce que c'est la recherche participative? Est-ce que c'est la recherche collaborative, etc., etc. Une fois que j'ai épluché toutes les différences entre les unes et les autres, notamment en 2022 à travers un vocabulaire de la co-construction, je me suis dit que pour vous, pour moi aussi, les termes importent peu si nous posons le principe que l'ensemble de ces modèles voit la participation des praticiens à la recherche comme une contribution essentielle au développement des connaissances liées à la pratique et au développement de la pratique elle-même. Voilà globalement pour la problématique 1. La problématique 2, c'est la troisième, voilà. C'est simplement pour que vous le sachiez, que c'était en fond de notre propos aussi. C'est que pour être en accord avec la commande de l'université Paul Valéry sur la fonction tutorale, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui fait qu'un professionnel accepte de devenir tuteur? Qu'est-ce qui fait qu'il le reste? Qu'est-ce qui le motive à vouloir accompagner de futurs professionnels en supplément de son travail? Et le supplément de son travail, ce n'est pas mon hypothèse. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était le contraire. C'était pas un supplément pour les tuteurs, mais c'était l'hypothèse de notre collègue de Paul Valéry. Donc voilà, je vous en rends compte comme ça. Si vous voulez, dans le débat, on pourra parler de ça, mais c'était pas mon propos. Notre propos, c'est de vous rapporter le plus concrètement possible les étapes de la recherche. Donc, les méthodologies, j'ai appelé ça méthodologie et étapes de la recherche. On s'est dit comment faire. On avait déjà échoué dans une précédente recherche collaborative, toujours avec des tuteurs. On avait fait tout faux, on s'était mal expliqué. Ils n'étaient pas dans une position dynamique par rapport à la recherche. Ils étaient un peu récalcitrants. Nous vraiment pas de bons pédagogues, pas sûrs de nous, etc. Bref, on avait été dans un bel échec qu'on avait analysé avec ces premières personnes. Et là, on s'est dit, on va recommencer par l'intermédiaire du thème des motivations. On va recommencer, on va essayer de faire mieux que ce que nous avions fait précédemment. Donc, on s'est lancé un peu comme ça. Alors, c'était un groupe de 8-9, c'était un bonheur parce qu'ils n'étaient pas nombreux. On s'est lancé comme ça dans ce qu'on a appelé une phase exploratoire et empirique, mais auprès d'eux, on a tâtonné pour essayer de vérifier la pertinence de notre objet. Est-ce que vraiment travailler leur motivation, ça les intéressait? Est-ce que ça les intéressait de faire un travail dessus avec nous? On leur a expliqué nos constats antérieurs, on leur a expliqué nos objectifs, notre démarche, on leur a expliqué notamment le souhait que nous avions de modifier, de faire un pas de côté par rapport à notre place de formateur et de chercheur. On leur a expliqué notre éthique, y compris celle du commun, qui est très marxiste. Bref, au bout de cette phase exploratoire, ils nous ont donné leur accord et nous avons créé un guide d'entretien pour faciliter le recueil des données. Et nous sommes passés dans une deuxième phase, parce qu'ils étaient sur un module divisé en plusieurs fois 3 jours. Donc, je pouvais travailler avec eux, avec Delhi, sur toute une journée, tous les mois, on va dire. Donc, nous avons procédé, alors j'appelle ça des interviews individualisées, c'est-à-dire chacun a parlé à partir de sa singularité concernant les motivations, et en même temps, le groupe a entendu puisque ça se passait en groupe. Voilà. Et donc, c'était passionnant parce que les uns se répondaient aux autres et nous répondions aussi, mais nous avons été très silencieux quand même, à part quelques questions très ouvertes, très silencieux. Et ensuite, nous avons procédé à un débat vraiment là collectif sur les compétences à être tuteur parce qu'on a estimé que ça nous donnait davantage de blé à moudre concernant les motivations.
Et ce moment a été crucial pour le groupe. Ça a dépassé nos espérances. Parce que le groupe a dit, mais nous, on veut participer à toutes les étapes de la recherche. D'accord, on répond là, d'accord, on débat, d'accord ci, d'accord là, mais on veut faire tout de suite tout avec vous. Voilà. Même si on n'a pas choisi l'objet, nous ont-ils dit, nous non plus, nous ne l'avions pas choisi, même si nous n'avons pas co-construit l'objet avec vous, on veut participer à toutes les autres étapes. Alors, vous pensez bien qu'on a dit, OK, il n'y avait pas mieux, quoi. Donc, voilà, nos conclusions, là, tout de suite, c'est ils se sont spontanément situés dans une position de praticien réflexif. Alors, Degani en parle beaucoup. Je vais pas reprendre Sean, tout le monde en parle depuis hier. On est sur les mêmes référents théoriques et sur une position de co-chercheur, avec une modestie, certes, mais quand même. Et donc, ils ont proposé de participer aux étapes suivantes de la recherche, notamment le classement des données et l'analyse des verbatims recueillis. Alors, à ce moment-là, j'ai quand même, voulant rester dans une position de chercheur et ne voulant pas qu'ils aient trop de travail, parce que ce sont des professionnels, ils ont beaucoup de travail, ils sont en formation, enfin bref, etc. J'ai transcrit les entretiens tels que j'avais essayé de les écrire et j'ai appelé ça autoconfrontation. Donc, on a retranscrit les entretiens et nous leur avons renvoyé par mail pour contrôle. Et on a estimé que cette nouvelle étape pouvait leur servir d'autoconfrontation. Alors, non pas au sens qui a été expliqué tout à l'heure, c'est pas au sens de l'analyse de l'activité, mais c'est autoconfrontation comme la capacité à changer de point de vue en gardant une réflexité cognitive ou la capacité à faire un retour sur son propre discours et de produire un métadiscours sur ce qu'il a déjà dit, qui à la fois les amener à se décentrer et en même temps se réapproprier leurs propres paroles qu'ils ont considérées comme étant exactes, mais ils étaient en surplomb par rapport à leurs propres paroles, vous l'aviez bien pensé. Ainsi, nous pensions que la parole de chacun n'était pas volée, comme ça se passe souvent dans les entretiens, par un chercheur en quête d'un objet d'étude, et que cet exercice a renforcé bien évidemment la compétence à la réflexivité. Et là, je voudrais parler un peu de Michel Foudrilla. Michel Foudrilla parle de cette compétence comme s'agissant de flexibilité cognitive, c'est-à-dire cette capacité à changer de point de vue tout en gardant une réflexivité cognitive. Voilà. Alors, l'étape suivante, ça a été l'analyse en groupe, toujours en groupe, des entretiens et catégorisation des verbatims. Ils n'avaient jamais fait ça, les tuteurs. Ils n'avaient jamais fait ça, donc je leur ai dit comment procéder. Bon, j'ai été très Laurence Bardin au sens de l'analyse de contenu flottante et c'est l'analogie, vous savez, avec l'attitude du psychanalyste qui laisse venir à lui des impressions. Ils m'ont un peu écouté, moi j'ai fait de même, et il s'en est suivi tout un débat sur, en essayant de catégoriser les verbatims, tout un débat sur les difficultés à rendre compte en termes de catégories, de rendre compte de verbatim en termes de catégories, c'est, tout le monde le sait, c'est extrêmement difficile. Et là, je vais vous dire, ça a été vraiment, d'abord on y a passé beaucoup de temps, on s'est un peu, voilà, les gens n'étaient pas contents, les gens n'étaient pas, les gens disaient, bon, mais c'est moi qui ai raison, ou bon, c'est moi, etc. Par exemple, quelle différence on pouvait faire? L'une des motivations, c'était la question d'être reconnu. En faisant cette formation de tuteur, ils se sentaient davantage reconnus. Donc, quelle différence on fait entre la reconnaissance, l'estime de soi, la légitimité, etc. Donc, ça nous a amené à parler d'Axel Honneth, de Paul Ricoeur, de Todorov. Enfin, bon, en même temps, on a fait, vous pensez bien, on a fait un peu de formation. Et sur qu'est-ce qui indiquait les catégories. Voilà. Donc, et alors, c'est là que nous avons joué un rôle de régulateur. Nous avons réussi à instaurer, j'appelle ça un compromis au sein du groupe, entre eux, parce qu'ils ne se faisaient pas de cadeaux, mais c'était sympathique. Et entre chercheurs et praticiens, moi non plus, on ne leur faisait pas de cadeaux et ils ne nous faisaient pas du tout de cadeaux. En tout cas, ce débat collectif a été encore très enrichissant
Et il a apporté à toutes et tous un savoir nouveau, d'abord sur la recherche, sur la question de la catégorisation et de la difficulté à trouver des concepts pertinents. Et il a approfondi nos positionnements respectifs. Car de ce fait, si vous voulez, nous étions parmi le groupe. C'est comme le leader démocratique, si vous voulez, dont parle Kurt Lewin. Nous étions parmi le groupe et des participants au groupe, quoi. La dernière étape, ça a été l'étape de l'analyse de tous ces entretiens et la théorisation et la rédaction. Et donc là, je crois que personne n'a insisté pour écrire avec nous, sauf l'un des tuteurs, c'était une femme, l'une des tuteurs, et des tuteurs tutrices. Et à partir du moment où on a fait toute cette analyse de tous ces verbatims, on a finalisé la catégorisation, etc. On a renvoyé tout le texte rédigé au groupe pour validation. Et ce texte est en cours de publication dans la collection Défi Formation chez l'Harmattan. Alors, les conclusions, si vous voulez, c'est que oui, il s'agit d'une recherche collaborative. D'abord, notre collègue de l'université Paul Valéry nous a un peu voulu parce que on parlait plus de la recherche, de la méthodologie que des motivations des tuteurs, voilà. Donc je crois que oui, on avait réussi un travail avec et non plus un travail sur, et on avait réussi à co-construire les différentes étapes de la recherche, sauf ici en l'occurrence sur la construction de l'objet, qui ont produit différents effets. Donc le premier effet, c'est le changement de position quant au rapport au savoir. On en a parlé hier, on en a reparlé aujourd'hui, et quant à la place du chercheur et du praticien. C'est-à-dire le chercheur supposé savoir et le praticien ne sachant pas, eh bien non, chacun a appris de l'autre. Les tuteurs sont toujours restés, comme disait Marcel Gégère, je suppose que tout le monde le connaît, les tuteurs sont toujours restés les experts de leur situation et les chercheurs ont partagé leur savoir épistémologique et théorique. On a coproduit un savoir commun et une intelligence collective grâce au travail en groupe. On a, oui, l'important, j'ai remis l'important là, c'est le préfixe co. Le préfixe co, mon grand référent théorique, c'est ce superbe livre de Dardot et Laval, qui s'appelle Commun. Vous voyez, ça c'est mon influence marxiste. Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle. C'est un livre fabuleux sur finalement qu'est-ce que c'est que le commun et quels sont nos biens communs. Donc c'était une idée qui m'était chère, y compris au plan idéologique. Nous avons, je pense, produit des connaissances scientifiques, épistémologiques, conceptuelles, des connaissances entre les pratiques de chacun, car chacun parlait aussi de sa pratique, et nous avons produit du développement professionnel. Ils ont participé à la conscientisation, la réflexion, ça a fait effet de formation continue. Nous avons, pour une fois, rapprocher un petit peu les savoirs attestés des savoirs attestés ou dits attestés des savoirs pratiques. On a, me semble-t-il, essayé de rapprocher les deux mondes. Alors, les deux mondes, peut-être que je ferai, sur ce rapprochement entre les deux mondes, je ferai une parenthèse où je mettrai des guillemets. C'est comme la recherche-action. Il y a un effet, c'est un effet certainement éphémère si le travail ne continue pas. On va essayer de le continuer autrement. Et la dernière diapo, c'est la recherche clinique et qualitative. J'ai mélangé les deux. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, ça veut dire surtout que chacun était impliqué, pleinement impliqué. En même temps, il y avait un respect de la singularité de chacun et en même temps le respect de la particularité du fait d'être en groupe qui ont produit aussi là différents effets. Construction de connaissances à partir de situations où chacun est impliqué, y compris le chercheur. Moi, j'ai déjà été impliqué dans des situations où il fallait catégoriser. On a une pratique, les chercheurs, on est aussi des praticiens.
Alors, c'est une rencontre, bien évidemment, intersubjective et une prise en compte de l'individualisation. On a mobilisé leurs savoirs, les savoirs qu'ils avaient acquis. Nous avons mobilisé les nôtres et nous avons alimenté des savoirs nouveaux. Nous avons accepté, et ça c'était peut-être l'enjeu, c'est peut-être l'enjeu premier pour le chercheur, mais c'est aussi un enjeu pour eux, car leur rapport au savoir est forcément très très ambigu. Il faut accepter un positionnement de non-maîtrise, quoi, de non-maîtrise, d'imperfection, d'incertitude, de prise de risque et de doute. Sinon, cette expérience n'est pas possible. Alors, le positionnement des chercheurs, eh ben, le chercheur est beaucoup accompagnateur, il est régulateur des interactions, il est médiateur, il est partageur, mais il est aussi un théoricien réflexif. Comme le disait la précédente intervention, à chaque moment de l'étape et à tout moment pratiquement, on est obligé constamment de faire un retour sur nous et sur ce qui est en train de se passer. Et en même temps, on peut le dire aux autres. Voilà, on peut le dire en même temps aux autres. C'est un vrai travail sur soi-même et sur comment on pratique. Et le positionnement des praticiens, il est acteur ou sujet selon votre beau vouloir. Il est expert des situations où il est impliqué et il est praticien réflexif. Voilà, je crois que il me semble que pour que ça marche, il faut que le thème, la thématique, c'est-à-dire là c'était la motivation, il faut que le thème travaillé soit un thème pertinent, que ça les touche, parce que sinon ils n'adhèrent pas. Ils n'ont pas envie forcément d'être dans la recherche collaborative. Les précédents nous avaient dit ça c'est de la recherche, ça c'est de l'école, et nous on est du terrain, donc on veut plus en entendre parler. Voilà, c'est ma conclusion. C'est notre conclusion.